d'Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier qui est là. Bonsoir Jean-Claude, éditorialiste. Nous sommes avec Vincent Hervouette. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Spécialiste des questions internationales à Europe 1 et Louis de Ragnel. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Chef du service politique d'Europe 1. On va évoquer la situation en Ukraine avec ce pronostic assez pessimiste de Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN. On l'écoute. Nous devons être réalistes. La guerre peut durer longtemps, plusieurs mois, voire des années. Et c'est la raison pour laquelle nous devons également être préparés à un long parcours. Vincent Hervouette. Il prêche pour sa paroisse. C'est un peu pessimiste ou pas ? Non, au contraire, je pense qu'il y a, sans vouloir le faire parler, un soupçon d'optimisme dans la voix de secrétaire général de l'OTAN qui espère que ça va durer longtemps, qui estime qu'il faut armer l'armée ukrainienne et qu'il faut que l'OTAN se blinde, qu'un effort de défense considérable soit fait par les membres de l'Alliance pour faire face à cette menace russe contre laquelle il sonne le tocsin en permanence. Ça veut dire qu'il faut remettre de l'argent au pot, c'est ce que souhaite le patron de l'OTAN ? Alors il va y avoir une réunion effectivement importante des ministres de la Défense, des membres de l'Alliance, des ministres des Affaires étrangères, aussi du G7 sur cette question. Oui, bien sûr, mais de toute façon, les Européens viennent de sortir d'une espèce de sommeil léthargique qui durait depuis la chute du mur, en réalisant que la guerre faisait partie du domaine du possible, que l'histoire continuait, qu'elle est tragique, qu'il faut effectivement se protéger. Et donc, c'est une pentecôte soudaine qui a frappé l'Allemagne, qui a mis 100 milliards sur la table, mais c'est commun à tous les pays européens. Tout le monde a tout d'un coup découvert qu'il fallait avoir les moyens de se défendre. Et on rappelle que l'OTAN est financée en grande majorité par les États-Unis, évidemment. Bien sûr. La manœuvre derrière tout ça. Joe Biden, à l'instant, dénonce des crimes de guerre majeurs en Ukraine. Jean-Claude Dacier, notamment après ce qui s'est passé à Boutcha, avec des images satellites à l'appui qui, pourtant, ne font pas office de preuve. Ce qui peut, en effet, laisser penser ou redouter que cette guerre durera longtemps. Et en effet, peut-être plusieurs années. Quand vous voyez Orban, qui dit aujourd'hui, mais moi, payer en roubles le pétrole, le gaz, je ne sais quelle matière que je puis acheter en Russie, oui, pourquoi pas, je suis d'accord. C'est le seul en Europe qui dit ça. Bah oui, mais enfin, ça fait un de trop. Quand même, on était, je ne dirais pas naïvement qu'on était en train d'assister à une renaissance de l'idée européenne, y compris en matière de défense, en matière de politique étrangère et autres. Il ne faut pas être naïf quand même. Mais néanmoins, il y avait quand même une prise en compte commune du danger russe et de la nécessité, de l'obligation de se mettre ensemble pour essayer d'y répondre. Boum, Orban, brillamment réélu pour la 4e fois, dit commence à mettre un grand coup de couteau dans un potentiel accord européen. Donc on ne peut être qu'interrogatif, voire pessimiste sur ce qui se passe en Ukraine. La guerre du Donbass dure quand même depuis combien de temps 2014. 2014. Bon, on s'y était tous habitués, on ne savait même plus qu'il y avait une guerre là-bas qui faisait des morts tous les jours. Je crains que Il n'y a pas de morts tous les jours. Non, très peu. Quand même des morts. Il y a eu 15 000 morts, mais il y en a eu 14 500 ou 14 000 jusqu'au cessez-le-feu de 2000. Ils étaient quand même un peu dans une situation de guérilla compliquée. Voilà, il y avait un front c'est ce qui risque d'arriver à l'Ukraine. C'est-à-dire que les civils ne pouvaient pas reconstruire, les boîtes, les entreprises ne pouvaient pas se réinstaller. C'était une espèce de climat de ni guerre ni paix, avec de temps en temps une canonnade. Vivre dans ce chaos, et c'est les Ukrainiens qui ont évidemment payé les premiers la facture, avec une volonté américaine de continuer de leur fournir des armes, parce que affaiblir cette Russie-là ne leur coûtera rien. Les Européens vont passer, si on touche au gaz, je ne sais pas comment on peut faire, mais le fait de toucher au gaz, par exemple, ça vient, parce qu'on se rend compte que quand même, toutes les autres sanctions ont des conséquences pour le moment relativement modestes et limitées, parce que le camarade Poutine, si j'ose dire, avait préparé son affaire depuis des années, qu'il y a des accords qui ont été plus ou moins signés avec les Chinois, avec la Chine, que l'Inde est en train aussi de réfléchir, se méfiant des relations privilégiées entre la Russie et puis le Pakistan et la Chine. On est dans une redistribution des cartes extraordinairement compliquée.
Et je crains en effet que, avant qu'on ait vraiment un succès militaire russe qui permette d'engager une vraie négociation et d'aboutir à un semblant de paix, je n'y crois pas beaucoup, parce qu'une Ukraine coupée en deux, et vous soumettez l'accord à un référendum ? Il y a eu d'autres pays avant. Louis de Ragnel. Deux petites remarques par rapport à ce que vient de dire Jean-Claude Dacier sur Viktor Orban. En fait, ce qu'essaye de faire Viktor Orban, c'est de devenir en fait le nouveau négociateur en chef en fait de la résolution de ce conflit, puisqu'il a appelé Vladimir Poutine et il a proposé d'organiser une conférence avec notamment le chancelier allemand et le président français. Ce à quoi Vladimir Poutine lui a répondu oui, mais à certaines conditions. On ne connaît pas encore les conditions. Donc il est dans un objectif vraiment non. Je pense pas que l'objectif premier de Orban dans cette histoire soit de donner un coup de poignard dans la stratégie européenne. L'objectif, c'est de devenir un pivot central. Juste une première remarque. S'agissant du versement en roubles des achats de la Hongrie, il faut quand même rappeler que nous, on paye certes pas en roubles, contrairement à ce que voudrait Vladimir Poutine, mais il y a un mécanisme totalement hypocrite qui s'est mis en place, puisqu'en fait on verse ce qu'on achète à la Russie en euros, et ensuite il y a un taux de conversion qui est pratiqué par les banques russes, ce qui fait qu'en fait on paye beaucoup plus cher. C'est comme si on achetait du rouble en fait. Bah oui. C'est exactement la même chose. Et pour les Russes, à la fin, ça revient exactement au même. C'est eux qui, de cette manière-là, ont gagné, puisque on achète plus cher en tout cas ce qu'on achetait par le passé. Sur la question de cette guerre qui va durer longtemps, en fait, nous, Européens, on redécouvre ce que sont les guerres. En fait, une guerre qui dure 3 semaines, ça n'existe pas, ce n'est pas une guerre. Dès lors que vous avez une guerre avec l'objectif d'une invasion, d'une conquête territoriale, forcément, ça s'installe dans le temps. Et donc, on redécouvre aussi ce que c'est que la réalité d'une guerre. Regardez même, entre guillemets, des guerres à beaucoup plus petite échelle. La guerre que nous menons, que nous menions au Mali, ça fait quoi ? Ça fait plus de 10 ans qu'on y est au Mali, 9 ans, pardon. Mais il y a eu des guerres de 6 jours, vous savez. Oui, absolument. Mais globalement, au Proche-Orient, ça a été des guerres avec des armées de masse dans lesquelles il n'y a aucun des belligérants qui est prêt à reculer, eh bien, ça dure longtemps. On fait une toute petite pause. Je vous passe la parole, notamment à Vincent Herouet, qui a été très sage. On continue à évoquer cette guerre qui peut s'installer dans le temps en Ukraine. Dans un instant, dans Punchline sur Europe 1. À tout de suite. 18h-20h sur Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari.